Salut les pilotes, bienvenue dans une nouvelle mission de Let's Talk. Aujourd'hui je suis avec Xavier, que vous connaissez beaucoup sur notre groupe Facebook #WeLoveAria. Il est là tous les lundis pour faire la Traders Room. Bonjour Xavier. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc au programme aujourd'hui, on va parler de Xavier, d'IVT et le sujet du mois ce sera sur l'analyse technique, comment réaliser une analyse technique, et on finira par notre petit jeu habituel, le speed trading. Donc Xavier, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, comment t'es tombé dans le trading, comment t'es arrivé chez IVT, tout ça, enfin toi. En fait j'ai toujours fait du trading finalement, très petit, en tout cas quand j'étais au collège. Mon père qui travaillait en banque, lorsqu'il savait pas forcément quoi m'acheter comme cadeau à Noël ou à mon anniversaire, en fait commençait à m'acheter des bouts d'actions, des parts de fonds, et du coup forcément j'ai dû commencer un petit peu à m'intéresser à ça. Alors j'ai fait des études d'école de commerce, donc un parcours relativement classique, et après j'ai eu l'opportunité de faire un stage dans le milieu du trading, en analyse technique directement. Et c'était un secteur pour le moment voilà, qui était assez ouvert, il n'y avait pas beaucoup d'acteurs, donc il y avait tout à créer finalement, notamment en termes de médias. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé véritablement à faire du vrai trading entre guillemets. Parce qu'avant en fait finalement je suivais un peu les cours de bourse le matin avant d'aller au collège, mais sans vraiment savoir pourquoi est-ce que ça montait, pourquoi ça baissait. Donc c'était vraiment, je prenais des petites notes, j'avais simplement la télé avec Bloomberg, avec les cotations qui défilaient, donc on n'avait pas tous les outils qu'on a maintenant un petit peu partout. Alors il y en a peut-être même trop maintenant, il y a un peu tout et n'importe quoi, mais du coup voilà, je me suis vraiment intéressé au trading à ce moment-là, et j'ai commencé bien évidemment. Alors les CFD n'existaient pas à l'époque, ou commençaient simplement à s'implanter notamment en France, et j'ai tout de suite bien évidemment ouvert un compte de trading sur les contrats futurs, puisque les CFD n'existaient pas. J'ai ouvert un compte futur avec 30 000 €, sachant que j'étais étudiant, j'avais souscrit un prêt étudiant et tout ce qui va bien avec pour pouvoir vivre. Donc du coup ouais, c'était quand même un gros investissement, on va dire, pour moi en tant qu'étudiant. Et j'avais lu 2 bouquins, donc un on va dire d'analyse technique qui suivait des indicateurs. Alors miracle, et j'exagère un petit peu, c'était pas un indicateur miracle, mais disons que voilà, quelqu'un en fait qui exposait sa méthode de trading en fonction d'un indicateur. Et je me suis tout de suite plongé dedans. Donc j'ai eu, je suppose, la chance du débutant. Ça s'est très bien passé, j'ai doublé mon capital très rapidement en faisant un petit peu n'importe quoi. Même aujourd'hui d'ailleurs, je ne saurais même pas dire comment est-ce que je l'ai fait. Mais et tout de suite, je me suis intéressé, enfin pas intéressé, mais tout de suite j'ai voulu trader très rapidement en faisant ce qu'on appelle le scalping. C'est-à-dire prendre des grosses positions et en essayant de prendre des tout petits gains en termes de points, et en multipliant du coup l'effet de levier. Donc je faisais en fait des gros gains très rapidement. Donc il y avait des journées, voilà, ça pouvait monter à 2000 € sur la journée. Quand même. Et très rapidement en fait il y a l'ego qui a pris le dessus, et voilà, je me suis pris bien évidemment une grosse tatane à un moment donné, plus de stop de protection, plus de money management, etc. Et c'est là que j'ai commencé un petit peu, on va dire, mon parcours initiatique. Après, j'ai travaillé dans différentes sociétés qui m'ont permis voilà, de trader différents marchés. Donc les marchés américains, sur les actions américaines, les marchés européens au travers des actions également. J'étais donc responsable de bureau d'analyse, co-gérant de portefeuille. Ensuite, j'ai fait d'autres choses, on va dire, d'autres expériences, c'est plutôt ça en fait, je pense, ce qui intéresse les personnes qui nous regardent aujourd'hui. C'est plus en termes voilà, d'expérience, finalement, ce que ça m'a appris réellement et concrètement moi dans mon trading aujourd'hui, et ce dont je me souviens encore. J'ai fait les talons du trading avec un concours de traders organisé par BFM Business, j'ai été donc 2 années finaliste des talents du trading, et la 3e année coach en fait d'un binôme de traders qui devait gérer en fait le même compte en même temps. Et en fait ça m'a appris beaucoup de choses sur la psychologie, et le fait aussi que il y avait finalement autant de méthodes de trading que de traders, autant de méthodes d'investissement que d'investisseurs, de profil d'investisseurs. Et après voilà, je me suis mis en fait à mon compte. Rodolphe, que je connaissais finalement depuis le début on va dire de ma carrière entre guillemets, donc depuis maintenant 15 ans,
m'a contacté, m'a dit bah voilà, est-ce que tu veux rejoindre l'aventure? C'est Rodolphe Stéphane qui a fondé Interactive Trading. Je l'ai rejoint dans cette aventure-là. L'objectif était simplement de partager nos points de vue au sein d'Interactive Trading, d'essayer d'apporter notre expérience aux personnes qui nous suivaient à ce moment-là. Et puis après, de fil en aiguille, en fait, Interactive Trading a grossi entre guillemets. On a d'autres personnes qui travaillent avec nous également. On a différents services, que ce soit des lives de trading où on donne nos positions bien évidemment en temps réel. On expose également notre méthode de trading et on accompagne en fait toutes les personnes qui sont VIP chez IVT du mieux possible avec nos humeurs, que ce soit les bonnes humeurs, les mauvaises humeurs, que ce soit toute cette notion psychologique qui est quand même assez large, où là on tape vraiment dans le concret, on accompagne véritablement, on fait des erreurs comme tout le monde, on explique pourquoi, comment prendre ses pertes, ça c'est très important, ça c'est ce qu'on m'a pas appris justement au début, que ça soit dans des bouquins ou au travers de différentes choses, c'est d'apprendre en fait à perdre correctement pour pouvoir mieux gagner ensuite. Et ça c'est vrai que c'est des choses qui sont encore, je vais pas dire méconnues, mais en tout cas mal connues dans le monde du trading. C'est vrai que c'est pas un métier, ou en tout cas c'est pas une activité ou une passion facile, contrairement peut-être à ce que certains pensent. C'est passionnant, c'est vraiment, faut vraiment le prendre comme ça, c'est véritablement une passion, on est animé par ça. Je ne vais pas dire qu'on n'a jamais de vacances, mais c'est vrai qu'on est toujours connecté au marché de toute façon, que ce soit d'ailleurs qu'on soit dans le marché ou pas, toujours des opportunités à saisir. C'est très diversifié sur, encore une fois, sur les profils d'investissement, les profils de trading, etc. Et finalement, c'est quelque chose qui nous amène. Donc IVT, c'est une grande famille, entre guillemets, c'est une très très belle communauté qu'on adore, qu'on va continuer à accompagner du mieux possible. Et voilà, donc on donne finalement toute notre énergie, en tout cas une grande partie à IVT, etc. Et voilà. C'est super. C'est déjà pas mal. Ça c'est sûr. Et bien d'ailleurs, je crois que c'est sur le site internet de IVT, il y a une phrase que tu dis qui est: l'esprit du trading et du golf est sensiblement le même. Oui. Et j'aimerais bien que tu m'expliques pourquoi. Alors j'écrirai ce parallèle entre le trading et le golf. C'est très long, je pense, à expliquer. C'est vrai que j'ai fait, le golf est ma deuxième passion. Alors je me suis arrêté ces 2-3 dernières années, j'essaye de m'y remettre et d'essayer de trouver le temps pour le faire, parce que c'est vrai que le golf, il y a énormément de psychologie. Comme le dit d'ailleurs Tiger Woods, en fait, à un moment donné, on arrive à un niveau en technicité où finalement la psychologie sur sa façon de jouer représente 70% en fait du boulot. C'est un peu, je pense, comme en trading. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que je retrouve beaucoup de parallèles entre le golf et le trading. Pour les débutants, par exemple, en golf, quand on commence à s'y mettre, notre objectif, ça va être de frapper fort et de frapper loin, tout de suite. C'est-à-dire, il y a le drapeau là-bas, je vais essayer d'aller ou alors le plus loin possible tout de suite, pour me rapprocher, le plus vite du trou, et on focus finalement sur un objectif qui est très, très important, voire trop important. Trop loin, trop ambitieux. Alors qu'en fait, au départ, l'objectif, ça va être d'être régulier, d'être droit, et pas forcément d'être loin. Donc ça va être ça, c'est trouver cette technique pour être, pas forcément avoir un beau swing, pas forcément, mais vraiment à chaque fois essayer de trouver cette régularité dans un premier temps. Et c'est pareil en trading, c'est-à-dire qu'en trading, on essaye tout de suite de se mettre en levier max, de gagner beaucoup d'argent parce qu'on veut vite, aller loin, tout de suite. Alors c'est compréhensible parce que ça soit d'ailleurs au travers de différents supports qui sont proposés ou pas, mais je pense qu'il faut, en trading comme en golf, essayer de trouver avoir cet objectif qui est raisonnable dans un premier temps. C'est une passion, donc on essaye de comprendre, d'apprendre sur soi-même, et comme en golf d'ailleurs, même encore aujourd'hui, ça fait 25 ans que je fais du golf, même encore aujourd'hui, j'apprends sur moi-même et même d'ailleurs les grands professionnels sur des grandes compétitions. Au bout de 4 jours de compétition, parce que ça se déroule sur 3 ou 4 jours, au bout du 4e jour, il est premier avec 10 coups d'avance et c'est déjà arrivé. Et à un moment donné, sur le dernier trou, en fait, il craque. Alors qu'en fait, il sait taper une balle, il en a tapé des millions. Et sauf que psychologiquement, à un moment donné, il y a un switch qui se fait et là, il craque et finalement, il perd derrière. Et
Un peu comme en trading. Un peu comme en trading, c'est-à-dire que... le petit démon qui vient oui, en fait, à un moment donné, on y arrive, et à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, à ce moment-là, soit on est mal réveillé, soit il s'est passé quelque chose dans sa vie personnelle, parce que c'est quand même aussi le trading, il faut aussi allier sa vie, sa passion avec sa vie personnelle. Avec tout ce qu'il y a autour, voilà, quoi. Parce que moi, quand j'ai commencé, voilà, on se lève la nuit, toutes les heures pour voir nos positions, etc. Parce qu'en fait, on ne sait pas trop s'il faut couper la position, en reprendre, pas en reprendre. Il y a des statistiques tout le temps en Australie, en Nouvelle-Zélande, etc. Il y a des news économiques aussi qui tombent. Oui, il y a des news tout le temps, ça bouge tout le temps, les marchés sont toujours ouverts finalement, alors encore plus maintenant avec le marché des cryptos, où c'est ouvert 24/24 et 7 jours sur 7, mais tout ça pour dire qu'effectivement, alors j'ai plein de choses à dire sur le golf, donc je vais pas être trop long, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux, et on m'a posé la question d'ailleurs, est-ce que c'est complémentaire? Moi je dirais que c'est quasiment similaire, alors ça permet aussi voilà, de retranscrire certains mauvais trades qu'on a fait avec le golf, on fait des mauvais coups, encore une fois la balle est mal positionnée, on essaye d'aller chercher trop alors qu'en fait il faudrait simplement se recentrer tranquillement, reprendre confiance et ensuite aller plus loin, au lieu d'aller chercher tout de suite à passer au-dessus de l'eau alors que la balle est mal positionnée. Et en trading c'est pareil, on essaye de se dire on fait une perte et tout de suite on se dit faut que je compte ma perte tout de suite. Alors qu'en fait, il faut grappiller tout à petit, reprendre confiance déjà ça se passe dans la tête, et ensuite, on se remet tranquillement dans le bain, on recadre, on essaye de comprendre pourquoi est-ce qu'on a fait des erreurs, et après, on essaye d'aller plus loin, plus ambitieux, etc. Mais encore une fois, il faut profiter de pouvoir faire des erreurs sur des petits montants pour pouvoir apprendre, comprendre, etc. au fur et à mesure, et plus on fait d'erreurs, plus après on apprend et on arrive à consolider sa propre méthode de trading. C'est pareil dans tous les sports, je suppose, mais c'est vrai que voilà. C'est vrai que ton parallèle avec le golf, il est très intéressant, parce que moi, je m'y connais pas trop dans le golf, voire quasi pas du tout, mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est compréhensible, et je pense que aussi nos pilotes ont compris vraiment le parallèle entre le trading et le golf, et c'est vrai que c'est même une façon de pouvoir expliquer le trading en fait aux gens, en prenant une métaphore. Ça peut l'être. Ça peut être pas mal. Après, dans d'autres sports, très certainement, il y a aussi, il y a beaucoup de psychologie, il y a beaucoup d'entraînement, beaucoup d'échecs sur lesquels on essaye de rebondir, etc. Mais après, c'est vrai que de toute façon, on n'a rien sans rien. Le golf, c'est quelque chose après qui m'anime aussi, c'est une deuxième passion. Et c'est génial. Enfin, il y en a qui n'ont pas de passion du tout, toi t'en as deux. C'est déjà pas mal. Ça prend déjà beaucoup de temps. Tu m'étonnes. Du coup, on va passer à notre sujet du mois. Donc, est-ce que tu peux me parler de l'analyse technique? Parce que du coup, tu le fais tous les lundis sur notre communauté, mais on a quand même beaucoup de pilotes qui aimeraient savoir comment tu fais pour choisir sur quel actif tu vas trader, si tu dis, ou alors tu ouvres ton actif par exemple de prédilection et que tu dis ok, comment tu vois qu'il y a une tendance baissière, haussière, ou tu dis ok, aujourd'hui je trade pas, ou enfin voilà, comment tu fais tout ton petit cheminement? Pour être assez synthétique, il y a deux piliers sur lesquels je travaille. Le premier, c'est effectivement des actifs, comme tu l'as dit, des actifs de prédilection. C'est-à-dire qu'en fait, je vais sélectionner le lundi matin, très tôt, entre 10 et 20 actifs sur lesquels je vais travailler tous les graphiques sur toutes les unités de temps. D'accord. Après, tu en as parlé, effectivement, là-dessus, je vais essayer d'identifier, je vais identifier des tendances, des zones clés psychologiques. Donc, c'est le principe même de l'analyse technique. On part du principe que l'histoire se répète, que toutes ces notions de support à résistance sur des unités de temps longues, donc sur du long terme, vont faire réagir à nouveau les cours parce que le marché s'en souvient, les investisseurs s'en souviennent. Donc, il y a plus de probabilité que les investisseurs, en tout cas le marché, réagissent sur ces zones de support et de résistance. Après ces supports et résistances, on va identifier des tendances. Et une fois qu'on a identifié ces tendances, on va se dire, où est-ce que je vais pouvoir potentiellement me positionner sur le SP500, sur le Dow Jones, sur le DAX, sur l'Eurodoll, sur le Gold, etc., le pétrole, et j'en passe. Et une fois que j'ai fait tout ce travail-là, je vais déterminer en fait tout simplement des plans d'intervention. Donc je vais me dire par exemple, sur le SP500 à 2800 points, si on revient autour de cette zone, parce que on est en tendance haussière, parce que c'est un support qui a de grandes chances de faire réagir les cours dans le sens de la tendance, etc. Je vais pouvoir identifier une zone d'achat si et seulement si on revient sur cette zone. Alors, pour préciser, parce que je ne l'ai pas fait, c'est plutôt là dans une optique de swing trading
éventuellement de l'intraday. Après, je vais expliquer comment est-ce que je passe de l'intraday. Mais une fois que j'ai fait tout ce travail sur tous les actifs, je vais identifier également des zones de résistance, me dire, bah voilà, je suis sous une zone de résistance en tendance haussière. Je sais qu'on a de grandes chances de réagir sur cette zone de résistance parce qu'elle est très très forte, parce qu'elle a été testée en 2012, 2011, etc. Oui. Donc sur des unités de temps vraiment longues, et après je réduis au maximum les unités de temps. Et me dire, bah attention, je suis sous une zone de résistance, oui je vais pouvoir prendre une vente. Par contre, je sais que la tendance est haussière, donc je suis contre le marché, entre guillemets. Et donc je sais que je vais prendre une petite position, en tout cas une position à taille plus faible que ce que j'ai l'habitude de réaliser sur, on va dire, une tendance qui serait avec moi. Donc je suis contre la tendance mais sous une zone de résistance, donc je vais prendre une position plus faible et je sais que mes probabilités de réussite sur ce trade seront plus faibles parce que je suis contre la tendance. Okay. Et donc je sais que je vais placer un stop de protection relativement serré et je vais placer mon stop de protection au cours d'entrée très rapidement parce que je sais que j'ai de grandes chances que mon trade finalement, enfin j'ai pas de grandes chances mais disons que j'ai une probabilité de réussite plus faible que si j'étais dans le sens de la tendance. Donc tout ça en fait je fais le travail en amont, je sélectionne ces zones, je sélectionne ces tendances, je détermine entre 2 et 3 plans par actif par semaine. Donc je veux dire, des plans en fait c'est je suis sur ce support, je vais attendre que le marché réagisse sur ce support et une fois que le marché a réagi sur ce support et que j'ai un signal selon ma méthode d'intervention. Oui. Okay. Donc après il y a différentes techniques d'avoir des signaux, ça peut être des bougies, ça peut être des figures chartistes, des indicateurs, etc. etc. Et toi tes signaux c'est c'est un peu tout. Alors ça va être difficile de tout non mais ça va être difficile de tout résumer là en 3 minutes mais faut pas avoir déjà 15 000 indicateurs. Je pense que un ou deux, après, c'est à peu près tous les mêmes. C'est ceux qui se parlent le plus, en fait. Ouais, en fait, les indicateurs, en fait, c'est basé sur les prix. Donc, en fait, c'est que la représentation de ce qui se passe sur les prix. En fait, c'est simplement pour se mettre un petit peu en confiance. C'est pas l'indicateur qui va donner, comment dire, c'est pas l'indicateur qui va entraîner le marché à la hausse ou à la baisse. C'est l'indicateur qui va nous montrer que le marché va à la hausse ou à la baisse. En fait, c'est simplement pour se rassurer ou pour tout de suite savoir, comment dire, reconnaître un type de configuration dans un marché particulier. Voilà. Après, c'est vrai que l'œil est habitué au bout de 15 ans, lorsqu'on a mangé des centaines de graphiques tous les jours sur toutes les unités de temps, sur tous les actifs qui existent, bon forcément, l'œil est beaucoup plus habitué. Mais au début, c'est vrai que ça nous permet peut-être de nous rassurer. Après, voilà, si j'ai un conseil à donner, en tout cas sur cette partie-là, 1 ou 2 max, ça suffit. Moi, j'utilise les moyennes mobiles. La MACD Eurotard, ça suffit largement. Les figures chartistes, après les plus connues, attention aux figures chartistes un peu farfelues, épaule, tête, épaule, etc., etc. Parce que voilà, non mais ça fait joli, mais concrètement, gagner de l'argent avec des figures un peu farfelues, c'est très difficile. En plus, elles sont très rares. Alors après, il y en a quelques-unes. Moi, j'affectionne tout particulièrement, par exemple, les diamants. C'est des figures un peu particulières, elles sont rares, elles ont plus de chances de fonctionner, mais ces figures-là, c'est pareil que les indicateurs, en fait, ça montre une psychologie de marché. Oui, je donne simplement un exemple si on a le temps. Oui, non, mais on a tout le temps que tu veux. Hein. Parce que sinon, je vais parler des heures, mais pardon. On a par exemple un triangle ascendant. C'est tout bête, c'est-à-dire qu'on a en fait un triangle, donc on a une résistance, on a une oblique en dessous. Les cours sont dedans, évoluent là-dedans. Qu'est-ce que ça traduit concrètement? En fait, ça traduit tout simplement que on a des plus hauts donc qui sont en train de taper une zone où il y a les vendeurs qui sont bien présents et ensuite on a une oblique ascendante en dessous qui montre quoi? Qui montre que les cours en fait reviennent mais on a des plus bas qui sont de plus en plus hauts, c'est à dire que les acheteurs reviennent à l'achat sur le marché avant les plus bas précédents. Donc les acheteurs ils ont ça monte un peu voilà, en fait ça monte comme ça là-dedans dans ce petit triangle, donc ça montre finalement que les acheteurs sont bien présents, reviennent sur le marché plus tôt qu'avant. Donc il y a vraiment une force acheteuse qui est présente et à un moment donné on a la résistance qui casse et du coup ça nous donne une sortie par le haut de ce type de figure. Donc en fait tout ça pour dire que les figures chartistes ça représente une psychologie de marché. Voilà. C'est pour ça que je reviens un petit peu à mon histoire au début. Faut pas se contenter entre guillemets de reprendre texto ce que vous voyez, ce que vous lisez, ce que vous entendez, mais il faut vraiment essayer de se l'approprier et de comprendre ce qu'on fait et pourquoi en fait ce type de figure très simple entre guillemets de triangle ascendant ça fonctionne. En fait c'est simplement que ça traduit une psychologie de marché où il y a plus de chances que les acheteurs à un moment donné gagnent contre les vendeurs, les vendeurs entre guillemets et donc qu'on en sorte par le haut.
Ok. Donc c'est pour ça que j'utilise ces figures chartistes finalement très simples qui fonctionnent, mais pareil pour les canaux. En fait, ça montre quoi? Ça montre tout simplement qu'on est dans une tendance. On a une volatilité historique, donc sur les dernières séances après qui comment dire, qui a plus de chances de se poursuivre, etc., etc. Après, il y a des notions très simples entre guillemets où lorsqu'on a des phases de consolidation horizontale du marché où il se passe rien. Ok. Par exemple, En range. je posais d'ailleurs encore la question hier, mais lorsqu'on est en range, effectivement, qu'est-ce qu'on fait? On achète en bas, on vend en haut ou pas? Quelle est notre probabilité de réussite si on achète en bas ou si on Moi, vend je traite en haut? pas. En fait, non mais après c'est une question qu'il faut se poser. Et ouais, je dis généralement, et c'est tout bête entre guillemets, mais une tendance se prolonge X fois et ne se retourne qu'une seule fois. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que lorsqu'on est en range, et qu'on en arrive par le bas, le marché se souvient qu'on est en tendance haussière, se souvient. Donc ça veut dire qu'on a plus de chances de sortir par le haut de ce range. Voilà. Et c'est comme ça que tu arrives à, tu t'analyses si le marché est plutôt à tendance haussière. Oui, en fait, ça fait partie, ça fait partie, parce que tu posais la question justement en termes d'analyse technique. C'est vrai que c'est une question très large. Donc il y a toutes ces notions là qui moi après me permettent d'identifier des zones d'intervention en disant tiens, si on casse ce niveau, j'achète parce que. Ok. Et du coup, je vais viser ça. Si on tient cette zone support, etc., sur ce qu'on appelle un pullback, donc un repli des cours sur cette zone, je vais attendre que le marché, bien évidemment, me donne raison dans un premier temps, c'est-à-dire réagisse sur la zone que j'ai identifiée dans un premier temps. Je ne vais pas rentrer à l'achat et à la vente à l'aveugle. Okay. Je vais attendre que le marché réagisse un petit peu, me donne raison. Je vais me rassurer avec mon petit indicateur. Je vais me rassurer avec un petit signal haussier pour me dire tiens, j'ai un petit signal sur des unités de temps courtes. Et à ce moment-là, je rentre sur le marché. D'accord. Après, c'est encore une fois une question de probabilité de réussite. Donc j'ai tout ce travail, pour revenir sur les deux piliers, il y a ce premier pilier qui est ce premier gros travail qui est de préparer le terrain sur toute la semaine. Après, je vais pas attendre que les actifs sur lesquels, vu que c'est du swing trading, je peux attendre des heures, des jours avant que ce que j'ai anticipé se réalise. Surtout si les niveaux en plus sont éloignés des cours actuels. Donc j'essaye de travailler vraiment sur des niveaux qui pour moi sont très importants. Et après il y a le deuxième pilier qui est là où se passe l'action. C'est ce qu'on dit toujours sur IVT, c'est qu'il faut aller là où se passe l'action, c'est-à-dire que il va y avoir des choses qu'on n'a pas prévues. Alors hormis les tweets de Trump et les banques centrales, au-delà de ça, il peut y avoir des statistiques dans différentes zones géographiques, il peut y avoir une news sur une action, il peut y avoir n'importe quoi. Et il va y avoir de la volatilité à un moment donné sur un actif. Et là, on va se concentrer là-dessus, on va dire tiens, là il se passe un truc, on va se focaliser là-dessus et on va refaire tout le travail qu'on a fait avant sur cet actif-là. Dire tiens, il se passe la chose, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est pas intéressant, tac, 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 ok, on a une convergence de tendance, on a des signaux sur telle unité de temps, il se passe un truc, ok, on y va. On y va. On accompagne le mouvement et une fois ensuite qu'on a une tendance qui est vraiment établie, quelque chose qui se passe vraiment sur peut-être plusieurs heures ou plusieurs jours, on va se concentrer là-dessus et on va se mettre à ce moment-là en intraday et on va travailler en intraday cet actif-là. Donc en fait les actifs un peu d'opportunité on va dire, c'est tu vas plus les trader en intraday? Oui, alors en fait une fois que mes plans par exemple, effectivement c'est une très bonne question, une fois que mes plans commencent à se mettre en place, c'est-à-dire que je vais placer des alertes sur ces différents niveaux que j'avais identifiés sur les différents actifs, après je me place bien évidemment, je me focalise, je focus uniquement sur ces actifs-là parce qu'on est arrivé dans ma zone sur cet actif. Et là je me place sur des unités de temps courtes, là je me dis ok, et maintenant je vais me placer devant. Je vais attendre que le marché me donne raison, entre guillemets, enfin le but c'est pas d'avoir raison, mais voilà, que j'ai un signal dans le sens que j'avais prévu, je regarde, ok il se passe un truc, et j'y vais si effectivement j'avais raison. Après, bien évidemment, ça marche pas à tous les coups, c'est le principe même du trading. Il y a des jours, pendant des jours il se passe rien parce qu'en fait j'en sais rien, et ça faut se le dire, encore une fois, le trading c'est pas... j'explique souvent, mais et c'est d'ailleurs comme ça malheureusement que j'ai commencé, ou heureusement, si on veut trader tout de suite, très rapidement, alors qu'en fait il faut 95% de notre temps, c'est de l'analyse, c'est des probabilités finalement, et c'est que 5% de cliquage sur le bouton de la souris finalement.
C'est pas plus on clique sur le bouton de la souris, plus on gagne. Au contraire, moi j'ai de plus en plus d'ailleurs de personnes qui disent bah voilà, je traite de moins en moins, je passe moins de temps devant les écrans, j'ai plus de temps pour moi du coup, je passe moins d'ordre et je gagne plus. Voilà. Donc, ou en tout cas je commence à gagner. Donc c'est pas parce qu'on passe le plus d'ordre possible que qu'on va forcément gagner plus. Après, je reviens un petit peu à cette notion de scalping, ça c'est vraiment plutôt réservé voilà, aux professionnels entre guillemets, c'est plus dans un second temps ou dans un troisième temps, mais déjà si on arrive à identifier des plans, à les respecter et à se dire ok je respecte mon plan, là j'y vais parce que j'ai ça, 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 ça et ça selon ma méthode, par contre il me faut toujours un niveau d'invalidation, j'ai mon stop, si on y va, et ben tant pis, j'ai eu tort, ça fait partie du jeu. Oui. Et je crois qu'il y en a beaucoup effectivement, en fait c'est la grande difficulté du trading, c'est qu'on n'est pas habitué à accepter de perdre. C'est peut-être contrairement à d'autres investissements, etc. Mais il faut d'abord apprendre à perdre pour ensuite pouvoir gagner. Et c'est vraiment très très difficile parce que... psychologiquement... Parce que oui, personne n'aime perdre. Bah non, déjà personne n'aime perdre, effectivement. Et là on se dit on va d'abord apprendre à perdre et peut-être après qu'on va gagner. Voilà, mais voilà, il faut apprendre à accepter ses pertes, des petites pertes. Et après, une fois que ça se passe bien, que le plan se déroule, par contre il faut être présent. Oui. C'est-à-dire que voilà... c'est pas parce qu'on a fait une perte qu'après faut se dire ah bah non celui-là je le prends pas parce que en fait j'ai perdu avant, c'est pareil d'ailleurs au golf, c'est pas parce que j'ai fait un mauvais coup que ça y est tout de suite faut que je change ma méthode de faire, faut que je change mon truc, mon club, mon gant, ma balle, mon machin, etc. Non, c'est juste parce que tu as fait un mauvais coup, ça arrive, même les meilleurs font des mauvais coups. Ressouviens-toi, remémore-toi comment tu faisais d'habitude et fais comme si tu étais à l'entraînement. Oui, c'est ça. Et c'est pareil, pareil en trading, il faut se dire, bah voilà, tant pis, mais c'est pas grave, le prochain je le plante. Parce que le problème, c'est que ce qui va se passer, c'est que si on ne suit pas les plans qu'on a réalisés, déjà on va faire n'importe quoi. Et puis tout le travail de préparation finalement ne sert à rien. Et ensuite, c'est qu'on va prendre que les perdants. Généralement, c'est ce qui se passe, c'est qu'on ne prend pas les gagnants. Ah bah celui-là, j'y vais pas parce qu'en fait, j'ai un manque de confiance, je vais être sûr que ma méthode fonctionne, j'y vais pas. Ah bah mince, ça a marché. Bon bah celui-là j'y vais pas pour être sûr, bon bah j'y vais pas. Et finalement, à chaque fois on prend que les perdants. Et généralement c'est comme ça que ça se passe, malheureusement. Le cercle vicieux. Malheureusement. Et après voilà, on prend pas les gagnants, on prend les perdants, on se met en effet de levier pour rattraper la perte, etc. etc. Oui, bref, là ça engendre juste du négatif quoi. Oui, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue technique. Donc c'est un travail très difficile, encore une fois, c'est toujours une remise en question permanente finalement. Et même après 15 ans, on fait encore, on fait des remises en question, on se prend des stops de protection perdants, ça fait partie du marché, de la vie, du trading, voilà, faut l'accepter. Et une dernière question, donc du coup quand tu fais ton analyse technique, tu le fais vraiment sur des UT un peu grandes, genre H4 ou... Alors, le H4 pour moi c'est du court. Ah oui, bah, pour moi c'est du long, ça va. Oui, mais voilà, du long en fait c'est vraiment partir du mensuel. D'accord, ah oui, ok. Ah oui, on part de zéro. Quand on parle de tendance de fond, en fait, c'est sur le mois. Ah oui, enfin non, c'est même pas sur le mois, c'est en données mensuelles, c'est-à-dire une bougie égale un mois. Donc c'est vraiment sur plusieurs années. D'accord, ok. Et après, on part vraiment du très long terme. Et ensuite, après, on réduit les unités de temps au fur et à mesure, parce que le marché a plus de chances de réagir sur une zone de prix qui avait déjà été testé même les années précédentes, puisque les gérants, etc. s'en souviennent, ou ont des graphiques aussi, c'est eux qui font le marché, entre guillemets. Mais il faut vraiment partir sur ces unités de temps longues pour prendre du recul. Même si on fait de l'intraday, c'est toujours intéressant de se dire, bah, ce dont on a parlé tout à l'heure, on est dans un range H4, mais du coup, attention, dans quel sens est-ce qu'on a plus de probabilité de sortir ? Par le haut, par le bas. Okay. Bah, je me mets en arrière, je regarde ce qui s'est passé. Le marché se souvient que, par exemple, depuis le début de l'année, on est en tendance haussière. Et donc, attention, si je prends des ventes, c'est possible. Enfin, en tout cas, j'ai des probabilités peut-être d'échec supérieures à si je prenais des achats sur repli. Voilà. Après, la difficulté, c'est de... et puis après on réduit les unités de temps au fur et à mesure et après voilà, en faisant ce travail de recul, ça permet vraiment de se remettre dans le contexte, dans le bain, avant de passer sur des unités de temps trop courtes. Et généralement quand on débute en trading, on se met tout de suite sur des unités de temps courtes. Pourquoi ? Bah parce que ça bouge plus vite. Oui, c'est sûr que si on se place sur du hebdomadaire, quand on regarde les bougies hebdomadaires bouger, bah faut revenir toutes les 2 semaines, donc enfin toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. Et
C'est voilà. moins sympa. Oui, non, mais après, voilà. Ça bouge moins vite. On pose souvent la question, oui, mais du coup, c'était pas forcément sexy de passer que 3 ou 4 heures par semaine. Oui. Et est-ce que les buts, c'est que ce soit sexy ou pas? Voilà. Ouais, est-ce que tu veux faire du profit régulier à long terme ou est-ce que tu veux juste t'amuser sur les marchés, quoi, en fait. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Ouais. Avant de commencer, c'est de se dire quel est mon objectif. Parce que beaucoup mettent de l'argent, en fait, finalement, au décompte et se disent, bah, je vais tester. Alors c'est très bien, il faut, c'est comme ça que j'ai commencé aussi. Mais il faut déjà, si on arrive à éduquer, à transmettre tout ça et d'éviter de faire le plus d'erreurs, en tout cas celles que j'ai commises, celles qu'on a commises, hein, au travers de notre expérience, que ce soit nous sur IVT, que ce soit la communauté, etc. C'est pour ça que c'est un esprit de partage, que ce soit dans les bons ou dans les mauvais moments. C'est pour éviter peut-être les nouveaux arrivants de se dire « Ah tiens, ça j'en avais entendu parler de ces erreurs, et donc c'est pour ça, et je me remets tout de suite dans les rails. » Comme ça évite, peut-être on fait gagner quelques mois ou quelques années. Oui. Ces personnes-là, voilà. Ne faites pas ce que j'ai fait, quoi. Oui, bah déjà, après c'est facile aussi de dire de ce qu'il faut pas, faire. On apprend toujours mieux quand nous-mêmes faisons l'erreur, c'est sûr, mais voilà. Si tu peux éviter à quelques-unes des personnes de... Oui, après c'est vrai que voilà, on a conscience de tout ça, que lorsqu'on est vraiment sur le marché, lorsqu'on a un compte réel, lorsqu'on fait ces erreurs-là, mais le but dans un premier temps, encore une fois, c'est d'apprendre en perdant le moins d'argent possible et donc en ne se fixant pas des objectifs trop ambitieux dans un premier temps. C'est sûr. Merci beaucoup, Xavier. J'espère que vous avez bien compris comment faire une analyse technique. Donc il faut vraiment revenir loin dans les graphes. H4 n'est pas une grande UT. Moi j'aurais appris quelque chose aujourd'hui. Et après réduire en fait sur des unités de temps plus courtes. Sur lesquelles on veut trader en fait. Bien identifier, voilà, sur lesquelles on veut trader. Il y a aussi un autre conseil, du coup je profite. Oui, lorsqu'on se place sur une unité de temps, donc par exemple on fait du H4. Vraiment t'apprécies bien. Plutôt H1, mais ouais. Sur du H4, on reste sur du H4. On passe pas ensuite sur des unités de temps 15 minutes, 5 minutes ou 1 minute. Parce que dès qu'on va rentrer sur le marché, on va avoir un petit peu cette adrénaline qui va monter, qui va dire vite, il faut que ça parte dans mon sens, et on se met sur des unités de temps plus courtes, on voit les euros bouger sur son compte, ça monte, ça baisse, oh là là, je coupe pas, mince, bon, allez, je coupe. Et finalement ça part dans son sens et du coup on est frustré, on prend une position inverse et finalement après c'est le cercle vicieux qui se met en place. Donc le but c'est pas de faire peur à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent, mais encore une fois voilà, c'est vraiment prendre des zones d'intervention, prendre le temps de réfléchir à tout ça, essayer de faire entre 3 et 4 trades par semaine, c'est déjà très bien, et de les comprendre pourquoi est-ce qu'on les fait, essayer le plus possible de se placer dans la tendance, même si c'est difficile des fois effectivement de se dire bah non j'ai raté le train donc je me mets en face, etc. Mais après il faut le faire en connaissance de cause et donc du coup psychologiquement se dire je réduis les tailles de position. C'est très logique, mais c'est vrai que quand on a, enfin comme quelqu'un comme moi qui jamais qui a été un peu lancé dans le trading comme ça, c'est intéressant aussi d'avoir ses avis en fait, d'un professionnel qui est passé par toutes ces erreurs et ce savoir-faire en fait. Parce que moi j'étais là, bon bah ok ça bouge, ça descend. Au final heureusement il y a eu Sylvain qui est venu et qui m'a dit bon traite comme une mamie, ça ira mieux, mets-toi sur des H1, H4 et fais des swings. Et en fait au final bah, c'est comme ça que moi j'aime comme ça, trader comme ça sur 2 actifs, le Platinium. Je sais que toute ma communauté sait que moi le Platinium, je sais pas, je suis tombée dessus et j'adore ça. Mais effectivement il y a beaucoup aussi de personnes finalement qui se contentent d'un ou 2 actifs en fait, soit parce qu'ils en ont entendu parler, soit bah, un petit peu comme ça au hasard entre guillemets, et qui ont peur entre guillemets d'aller sur d'autres actifs parce qu'ils se disent oh non j'ai jamais tradé ça, machin, c'est trop, je sais pas en fait, inconnu entre guillemets. Alors qu'au final, il y en a certains qui découvrent au fur et à mesure, parce qu'on arrive à les accompagner sur ces actifs-là, qui sont peut-être plus propres techniquement. Les tendances sont peut-être plus identifiées, les niveaux fonctionnent mieux. Alors il y a des périodes comme ça, il y a des années où sur le Forex, il y a beaucoup de volatilité, c'est sympa, on y arrive, etc. D'autres années, c'est le marché des actions, d'autres années, les indices. Et il faut essayer comme ça effectivement d'avoir cette prise de recul sur ces différents actifs et de se dire bah voilà, comme toi sur des matières premières, tu es plus à l'aise
Voilà, après on sait pas forcément l'expliquer, mais tant que ça fonctionne, autant rester dessus. Un jour je l'ai ouvert, je me dis bon, bah, j'y gagne, alors je vais continuer. Bah oui, faut continuer. Et puis après un jour tu changeras, tu découvriras d'autres actifs, mais encore une fois, le fait de ne pas utiliser des tailles de position trop importantes, on se met pas dans le rouge et ça nous permet de tester un petit peu d'autres choses, d'autres unités de temps. Oui, c'est ça. D'autres méthodes, d'autres indicateurs entre guillemets, d'autres actifs, d'autres unités de temps, etc. Bah après, ouais, moi ça reste très simple. Moyenne mobile 50. Plus c'est simple, plus ça fonctionne. Et ouais, 2 actifs en H1 ou H4. Je préfère H1 quand même. Parce que j'ai essayé de descendre plus bas, mais ça va trop vite pour moi. Je peux pas. Et je suis tout le temps dans la réaction au lieu de dans l'anticipation du marché. Donc du coup, je me plante à chaque fois. En H1, c'est plus tranquille. Et du coup, non, c'est pas mal. J'aime bien. Oui, c'est vrai que l'intraday, c'est un peu ce qui correspond le plus de personnes, parce que c'est pas comme du swing où c'est trop long, pénible, et on va pas passer non plus 10 heures derrière les écrans sans passer un trade. C'est vrai que c'est très frustrant et psychologiquement c'est difficile. Bon, après moi j'ai un trade là depuis une semaine sur le Platinum en H4, il fait son cours tout seul, je le laisse. On laisse courir les positions gagnantes, c'est très bien. Des fois il joue avec mes nerfs, j'avoue, mais ça va. Mais c'est vrai que l'intraday du coup c'est l'intermédiaire entre le swing où c'est trop long, le scalping c'est trop compliqué, c'est trop rapide, c'est trop technique, etc. Et l'intraday c'est un petit peu entre les deux, voilà, 2, 3, 4 trades dans la journée. Si bien évidemment on a prévu les plans en amont, parce qu'il faut pas se lever à 10 h le matin en disant tiens, allez, j'achète ou je vends un petit peu au pif en ayant regardé 3 tweets et tracé 2 traits sur son graphique. Donc c'est quand même un gros travail de préparation en amont. Et l'intraday, c'est vrai que ça permet, c'est un peu le juste milieu entre la longueur et la pénibilité d'attendre derrière ses écrans. Le scalping où c'est trop rapide, demande trop d'énergie, d'être trop concentré, etc. C'est un peu le mix. C'est pour ça que moi je fais plutôt de l'intra-swing entre guillemets. Ok, oui. Donc voilà, un mix entre l'intraday et le swing. Donc dès que j'ai sur du swing des positions, je les travaille sur mes niveaux. Et puis c'est comme ça que je fais. Donc merci Xavier pour toutes ces informations, c'est très enrichissant je trouve. Donc si tu veux bien, on va passer à notre jeu, le speed trading. J'espère que tu es prêt. Allons-y. Alors Nice ou Tassin la demi-lune? Tassin la demi-lune. Golf ou trading? Les deux. Ryder Cup ou IVT? Ah, c'est des questions compliquées là. IVT parce que j'y passe plus de temps en ce moment. Buy ou sell? Et ouais. Buy ou sell? C'est quoi ces questions? Tu peux dire les deux si tu veux. Ouais. Je sais pas trop quoi répondre. Les deux. Nasdaq ou Nikkei? Nasdaq. USDCAD ou AUDCHF? USDCAD. Platinum ou Silver? Silver, je connais plus. Moyenne mobile ou Ishimoku? Moyenne mobile. Merci à tous pour votre attention. Merci Xavier pour tout ça. Enfin, c'était vraiment très enrichissant. J'ai beaucoup appris. J'espère que nos pilotes aussi ont beaucoup appris de ton savoir. Et qui vont pas tous se mettre au golf non plus parce que sinon on va les perdre. Et je vous dis à bientôt et lundi sur le groupe #WeLoveArea pour la Traders Room. Merci. À bientôt. Merci, ciao.